Bonjour à tous, bienvenue au Passage des Artistes. Je vous convie aujourd'hui à une promenade humoristique et on en a besoin en ce moment. Alors on va se faire une petite promenade à travers le parcours du comédien Laurent de Funès. Digne héritier d'un patrimoine génétique gorgé d'humour et de dérision, une pincée de cynisme, n'est-ce pas Laurent? Oui, et évidemment dépourvu, j'ai envie de te dire dépourvu de vulgarité. Vous l'aurez compris, donc il est le premier petit-fils de l'immense Louis de Funès. Laurent, bienvenue au Passage des Artistes. Bonjour Jazia, merci. Je suis ravie de te retrouver, de t'accueillir au Passage des Artistes après une longue absence. J'ai envie de te dire, comment se porte Laurent en ce moment, par cette période un peu funeste? Oui. Eh bien, Laurent, il se porte un peu comme beaucoup d'artistes qui attendent de faire son travail. Ça devait déjà être fait en avril dernier, lors du confinement. Je devais monter sur scène pour une pièce. Et puis que j'ai écrite. Et puis on a. Elle s'appelle comment? Alors dis-nous un peu. Ah, ça y est, comment elle veut tout s'appelle? savoir. Ah ben, je suis là pour ça. Un grand cri d'amour. Ouais. Donc c'est une pièce qui retrace comment Laurent il est arrivé sur scène. En fait, les difficultés liées à ce nom pour arriver dans ce métier. Finalement, On en parlera d'ailleurs. Dans tous les métiers, il peut y avoir des petits soucis. J'en ai jamais eu avant dans la publicité, mais c'est vrai que dès que je me suis attaqué un peu au show business, ça a été un peu plus dur. Bon, alors évidemment, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai un peu imagé tout ça, tu t'en doutes. Et j'en ai fait quelque chose de très comique, en fait, complètement délirant. Ouais, décalé comme je te connais. Décalé à mort, deuxième degré, évidemment, et qui reprend un peu toutes les thématiques, je dirais, de ce qui se passe en ce moment depuis quelques années. Alors, avant d'aborder le cœur du sujet, puisqu'on va parler de ton parcours, bien évidemment, moi j'aimerais, si tu le permets, que nous puissions rendre hommage à ton grand-père, Louis de Funès, qui est parti il n'y a pas si longtemps, en 83, mais on aurait dû fêter son anniversaire. Donc il est décédé le 27 janvier 83. Est-ce que tu as un souvenir de ce triste jour? Ah oui, j'ai un souvenir extrêmement précis pour la bonne raison que je me trouvais, d'ailleurs, si cet ami m'entend, je me trouvais, j'étais adolescent, donc je me trouvais on venait de faire une fête avec des copains en boîte de nuit et nous prenions le premier métro. Je crois que ce n'est pas le premier ou le deuxième ou le troisième, il était 6 heures du matin, on était bien allumés. Et on était sur le quai, et puis donc j'ai cet ami, Christian, qui me dit Laurent, tu devrais rentrer chez toi. Je dis, tu veux que j'aille maintenant, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc il me dit non, mais c'est pas ça, je te dis ça parce qu'il s'est passé quelque chose dans ta famille. Je dis bon, j'étais devin maintenant, c'est très bizarre, je le voyais, il n'était pas bien. Et puis donc je le vois, et puis je suis son regard. Et là, je me retourne et je vois dans le kiosque la photo, en gros, Louis de Funès est mort. Donc c'est vrai que c'est comme ça que j'ai appris, le 27 janvier, enfin le 28, donc au matin. Nous étions en boîte de nuit, nous rentrions évidemment après avoir fêté ça. Et donc vers 6 heures du matin, donc la première presse qui sortait, j'étais pas au courant bien sûr. Mon père l'était déjà, bien évidemment. Et donc voilà comment j'ai appris ça. Donc un jour un peu particulier, on va dire. Et quel rapport entretenais-tu avec ton grand-père? Alors la question peut être complètement stupide parce que on ne pose pas ce genre de questions à la base, mais est-ce qu'il était un grand-père ordinaire? Est-ce qu'il était comme à l'écran, drôle, sévère? C'est toujours cette question est drôle parce que il faut savoir que moi je l'ai connu effectivement sur une tranche de vie qui était dès ma naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, en fait, on ne s'est pas vu très, très, très souvent. On se voyait quand j'étais petit beaucoup plus parce qu'il était à Paris. Et puis après, ça a été beaucoup plus espacé quand il est parti au château pour des raisons familiales. Je dirais pas si simple. Les deux familles, nous étions une première famille, il y avait une deuxième famille. Et donc, il venait souvent nous voir en cachette, bien évidemment. Dès qu'il avait l'occasion, il appelait, il venait nous voir et tout. Oui, c'était quelqu'un tout à fait normal. Quand j'étais petit, je n'avais pas conscience, en fait. Pas du tout. Donc, c'est difficile d'en parler quand j'étais enfant.
j'avais une notion quand même, hein, parce que je voyais les gens, nous on regardait pas vraiment la télé hein, à cette époque et tout, donc on allait au cinéma, mais bon, je me suis rendu compte très vite quand on allait voir les films dès que ça sortait, que c'était lui à l'écran. Mais c'est vrai qu'après, en grandissant, j'ai appris à vivre avec ça. Et puis, mais c'était quelqu'un de tout à fait normal, hein, d'apparence comme ça, très timide. Mais dès qu'il était plus à l'aise et tout, il était tout à fait... c'était quelqu'un de posé, de gentil, qui n'était pas forcément austère du tout d'ailleurs. Hein. Très professionnel. Très professionnel, mais je n'ai pas connu d'austérité chez lui. Aucune austérité. J'imagine qu'on a dû te poser la question, mais ton meilleur film, celui que tu pourrais te regarder en boucle pendant... Alors déjà, les films que j'ai préférés avec lui, c'est toujours des films de Gérard Houry, parce que j'ai toujours trouvé que Gérard Houry avait fait des films extrêmement bien écrits, très bien filmés, et qui s'adaptaient parfaitement à la personnalité de mon grand-père. C'est-à-dire que mon grand-père, j'ai toujours eu cette vision, pour moi, c'est l'acteur le plus américain des Français. Pour quelle raison ? Ça n'a jamais été dit, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait une façon très américaine de jouer, d'abord très précise. Hein, je ne dis pas que les acteurs français ne sont pas précis, mais il y a un jeu à la française qui est très proche de la réalité, finalement. D'ailleurs, on te demande souvent de jouer, quand on te dit en France, tu joues naturel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que est-ce qu'un acteur est naturel ? Est-ce qu'on lui demande de jouer naturel ? Lui, il ne jouait pas naturel. Je veux dire que, bien évidemment, il avait composé avec un personnage qui est quand même un peu de lui, hein, bien sûr, parce que bon, ça, sa tête, il l'avait, hein, c'était pas inventé. C'était lui, mais il avait quand même... Donc, c'est une méthode américaine de travail. Quelque part, il jouait comme un Américain. Il n'y avait pas de surjeu, il y avait beaucoup de précision, beaucoup de puissance de jeu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec des scénarios aussi puissants que ceux de Gérard Houry et une technique aussi forte que la sienne et un génie comme le sien, on arrive toujours à regarder ces films 100 fois sans jamais se lasser. Et rire autant. Et rire autant à chaque fois. T'as aussi La Folie des grandeurs. Moi, j'ai adoré. Il est là. Le truc, les pompons. Mais c'est épouvantable. La première séquence, quand il arrive avec son pompon tout vert, là, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Tu sais quoi ? On va se faire une petite pause. Ah bah déjà oui, on va se faire une petite pause. Puisque tu nous parlais de Gérard Houry, on va se faire une petite pause Rabbi Jacob. D'accord. On va se mettre un peu de bonne humeur. Oui. Hein, ça contrastera, toujours, ça contrastera un peu avec le temps de Paris. Et puis on revient tout de suite après. Avec plaisir. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni assurance, ni vignette. Comment vous appelez-vous ? Victor Pivert, comme l'oiseau. Comment là ? C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif ? Parce qu'hier, je ne l'étais pas, voilà. Je ne suis pas juif. Vous, monsieur le rabbin ? Pivert, comme un museau comme le pivert. Surtout, ne bougez pas. Messieurs, votre verdict. La mort. Victor, ne pars pas le jour du mariage de ta fille. Tu m'entends, Victor ? Moi aussi, je marie ma fille. Félicitations. C'est pas ma fille. La mariée, elle est noire. Elle est noire. Et moi, regardez comment je suis. Ma voiture, on m'a volé ma voiture. Où ça ? Là-bas. Vite, vite, allons, vite, vite. Allez, au voleur, attrapez-les. Mon bateau, on m'a volé mon bateau. Au voleur.
vais crier à votre ça. Mon chapeau, j'y vois rien. Attends, ça va gueule. Mon chapeau. Une grimace et vous êtes mort. Je fais pas de grimace, mon Dieu. C'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. Alors, Laurent de Funès, moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est vrai que tu l'as dit un peu au début, très brièvement, est-ce qu'il est compliqué lorsqu'on porte, alors je dis de Funès, mais ça peut être un autre nom, est-ce que c'est plus compliqué parce qu'on s'imagine que c'est beaucoup plus facile d'intégrer le milieu artistique lorsqu'on a un patrimoine qui est déjà là, qui a déjà existé, qui a fait ses preuves, etc. Est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué ? Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Pour quelle raison ? Il y a plusieurs paramètres. Dans d'autres secteurs, c'est très simple. En fait, bon, on n'a pas de comparaison possible. Or, dans le secteur de l'artistique, tout de suite, il y a un rapport de comparaison qui peut se créer, mais qui n'est pas celui du public finalement, parce que le public, il sait bien qu'on est nous-mêmes, donc quelque part, je ne suis pas Louis. Je ne suis pas lui. Louis, tu vois, je ne suis pas. Voilà, c'est un jeu. Je ne suis pas Louis, mais je suis moi avec une petite part quand même de lui. Et donc, il faut l'accepter. La ressemblance, elle est quand même hallucinante. Oui, mais ce que je veux dire. Est-ce que tu la travailles ? Non, pas du tout. On s'en fout complètement. Non, puis au contraire, d'ailleurs, je me laisse pousser les cheveux pour pas du tout. Tu vois, parce que j'ai vraiment une autre physionomie. Je veux dire, j'ai les cheveux longs. Donc, non, je pense que. Il n'y a rien à faire, c'est la génétique. Alors, est-ce qu'on passe son temps à éviter cette génétique ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, je suis moi, avec ma technique qui sera celle-ci, et puis évidemment, avec cet héritage-là, que je n'y peux rien, quand je monte le ton, mais j'ai un train aussi beaucoup plus gras, mais quand je monte très haut, comme ça, on ne peut pas changer, c'est ni sa voix, ni machin, c'est comme ça, on est comme ça. Et puis, par contre, mais c'est plus difficile vis-à-vis des professionnels. Les professionnels se disent « Ah là là, oui, c'est bien, mais est-ce que… » Enfin, il y a toujours un tel mythe, c'est tellement immense, tellement énorme. Et est-ce que c'est pas lourd à porter, ça, dans ce milieu ? Est-ce que c'est pas… Oui, mais après j'ai décidé de m'en fiche, quoi. Ouais. À un moment donné, faut accepter, faut être soi, et puis c'est tout. Il y en a qui disent c'est difficile. Je dis oui, écoute, on verra, hein, c'est pas grave, hein. Moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est plutôt que le public soit au rendez-vous et que j'ai ma partition à moi et que ça leur plaise. Je vais pas chercher à masquer. D'ailleurs, je cherche même des rôles beaucoup plus dramatiques quelque part, parce que je sais que j'ai fait des choses qui ont prouvé que je pouvais aller vraiment très fort dans un côté très sombre. Justement, on va en parler de tes débuts, parce que tu commences d'abord, et ça dure 25 ans. Tu commences et tu es directeur d'une boîte de communication, de publicité, c'est ça ? Oui. D'abord, je suis photographe et puis je fais des projets Jardin des modes, Elle Magazine, je fais des reportages, je fais du mannequinat, tout ça. Bon, je fais tous ces trucs. Et puis bon, j'ai fait quand même des études au début. J'ai suivi un peu le parcours. Je trouvais très sympa l'imprimerie et tout, donc j'ai eu une imprimerie. J'ai vite bifurqué en vendant tout ça, en allant sur la publicité. Donc, j'ai eu une agence de publicité pendant plus de 20 ans, voire 25 ans. Et puis, donc mon parcours était quand même artistique, mais aussi extrêmement commercial. Donc, je me suis beaucoup éclaté. Et puis, les années 2008 sont arrivées avec le crash, des soucis, ça a commencé à être compliqué. Et puis, un événement familial dramatique est arrivé, le décès de mon jeune frère, dans des conditions épouvantables. Et je me suis dit que j'avais le choix, à partir de ce moment-là, c'était en 2012, finalement que la vie était courte et qu'il pouvait nous arriver n'importe quoi sur la figure. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment réfléchir à ce que tu veux faire après. Et je me suis dit, j'ai toujours eu envie. C'était ça ma question. Est-ce que ça a germé ? Mais ça a toujours germé. Ça a toujours germé. J'ai pris des cours de théâtre à un moment donné.
parce qu'une amie est venue me voir en disant « il paraît que tu veux prendre des cours ». Mais je n'osais pas, à cause de ce nom. En me disant « mais attends, pas… ». Et puis finalement, ça m'a explosé tout de suite à la figure. Même la prof m'a dit « mais t'es fait pour ça, quoi ». Donc elle m'a dit « il faut que tu fasses vraiment, il faut que tu ailles rapidement faire ce que tu as à faire, quoi ». Et en fait, et puis Marthe Mercadier est venue me chercher. Oui, alors, c'est un hasard incroyable. Il y a eu cette rencontre-là. C'est un hasard incroyable. Alors, raconte-nous justement. Alors, en fait, mon père et Jean-Jacques Gellot-Blanc, mon père, donc Daniel, font un livre avec Jean-Jacques Gellot-Blanc, qui est un journaliste biographe, qui était effectivement le journaliste à l'époque, biographe attitré de mon grand-père. C'était de Funès, l'Oscar du cinéma. Oui, l'Oscar du cinéma. Il fait un excellent livre. Mhm. Et puis mon père, très, très, très malade, parce qu'il faut savoir que mon père fait un infarctus aussi, quasiment le même jour, au même âge que mon grand-père en avait fait un fatal. Un truc de fou. Mais une synchronicité complètement démente. C'est arrivé un 27 janvier aussi. Et donc mon père m'a dit « je suis incapable de faire la promotion de ce livre. Veux-tu la faire à ma place ?» Je dis « ah bon, pourquoi pas, si tu veux, on va essayer. » Et puis bon, je me prête au jeu. Et puis là, je fais un salon du livre à Toulon. Et puis, il y avait Marthe Mercadier et puis d'autres acteurs très connus. Il y a Richard Boringer qui était à ma gauche, Marthe à ma droite. J'en menais pas large. Autant te dire que c'était compliqué parce que tu avais des énormes on va dire coffres, hein, pour pas dire vulgaire, pas dire deux énormes gueules. L'un qui braillait à ma gauche, là, qui était très sûr de lui et puissant. Et puis la Marthe Mercadier, elle envoyait tout sa vocable et tout, et ces énormes yeux bleus, c'est comme ça qui te traversaient comme ça dans la tête. Et là, tu te dis, oh là 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 là. À quelle sauce je vais te manger? C'est ça. Et puis donc, elle vient me voir à un moment donné, au bout du deuxième jour, elle me fond dessus, comme un rapace, tu sais, avec les yeux tout bleus. Tu sais qui je suis? Je dis, oui, madame. Bon, rappelle-moi encore madame, et je te fous une tarte dans la gueule. Ça n'a pas dit. Et je dis, bon, alors, elle me dit, tu vas venir jouer avec moi. Je dis, ah bon, mais jouer quoi? Elle me dit, tu verras, mais je veux que tu viennes jouer avec moi. Ça fait 2 jours que je t'observe. Je sais ce que tu as fait comme parcours, machin, ça m'intéresse. Voilà, elle me dit, j'ai 60 ans de métier, c'est pas toi qui vas me dire que tu sais pas faire, d'accord? Je les renifle, et donc, tu vas venir. Et donc, je suis parti avec Marthe. Ça s'est passé pendant 1 an. Marthe était quelqu'un de très fort caractère, ça s'est bien passé, tantôt on s'engueulait comme du poisson pourri, mais c'était une belle expérience avec elle, c'était une personne très touchante. Et est-ce qu'à partir de là, tu as pris de l'assurance? Est-ce qu'à partir de là, tu t'es dit, bon, finalement, je peux avoir une légitimité, oui. Je peux continuer oui, dans ce même parcours-là. si je n'étais pas encore dans ma sphère personnelle.